Direct avec nous. Bienvenue, professeur Philippe Pitot, président de l'Institut gérontologique social, bien sûr, et puis surtout professeur honoraire Aix-Marseille Université, voilà, département des neurosciences. Je vous laisse, beaucoup vous connaissent déjà, je pense, mais je vous laisse quand même la parole, bien sûr, pour introduire ce moment. Bonjour. Alors, comment vieillir et vivre ensemble au sein d'une société marquée par le numérique? En introduction, je dirais que les technologies numériques ont investi nos espaces quotidiens et bien évidemment celui des personnes âgées, des retraités. Déclaration numérique à effectuer, utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone portable, utilisation d'un parc numérique au mode d'emploi complexe et ésotérique, disparition des guichets de banque remplacés par des machines, etc. Nous sommes à un tournant de cette révolution et contrairement aux autres révolutions, nous ne devons prendre garde à ne laisser personne sur le bord de la route. Tout ceci pose la question du lien social, des plus et des moins introduits par cette transformation des pratiques que certaines personnes âgées ont énormément de mal à percevoir. La période de crise pandémique que nous traversons encore a plus que jamais mis en exergue les préoccupations liées au vivre ensemble, à l'isolement, à la solitude, aux méfaits de l'électronisme, avec ses laissés-pour-compte du tout numérique, mais aussi ses bienfaits en termes de communication, et c'est le cas aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont accès au numérique et surtout savent l'utiliser. Elle pose également la question du maintien de la citoyenneté dans toutes ses formes d'expression et à tous les âges de la vie. Des échanges entre les générations, du partage, du tout et du rien ensemble. Et ceci jusqu'à quand? Tant est incertaine la situation actuelle. Confinement, déconfinement, reconfinement sont autant d'alternatives à venir qui rendent encore plus prégnante l'exclusion des personnes les plus fragilisées, dont certaines par l'avancée en âge. Ceci dans un monde qui se replie de manière insidieuse sur les échanges virtuels, d'autant plus que nous n'avons désormais plus le choix. La forme prise par ce colloque, imaginé il y a 2 années déjà, en est la preuve flagrante. Ainsi, les temps sont durs pour les échanges sociaux, sous toutes leurs formes. Le confinement, les mesures de distanciation, la vie en groupe limitée au petit nombre, la persistance d'un virus plus tenace qu'on l'estimait au début de la pandémie, rendent aujourd'hui la vie sociale difficile, sinon angoissante, et nous appellent à réduire nos interactions avec les autres. Le monde de la gérontologie, dans ses pratiques, n'échappe pas, bien évidemment, à ce tsunami. Les rassemblements conviviaux, ou voulus comme tels, entre amis, en famille, entre collègues, etc., sont désormais réduits à leur plus simple expression. Pourtant, dans ce paysage iconoclaste et réduit aux seules limites de nos intérieurs intimistes, l'intérêt pour les rencontres, les échanges sociaux, s'est trouvé décuplé, comme une revanche sur l'impossible et surtout inattendue privation d'espace de liberté. C'est principalement cette altération des existences humaines, des plus fragiles, qui se trouve au cœur de nos échanges à venir, comme des actions mises en œuvre par l'Institut de gérontologie sociale, ceci tel un faible rempart contre l'inhumanité du système qui se met en place inexorablement lorsqu'un robot vous signale, je le cite, « Vous avez dépassé la date critique », deadline en anglais, et dans ce mot deadline, il y a le mot mort, vous avez dépassé la date critique de dépôt de votre dossier sur le portail Lambda. L'administration ne peut plus rien pour vous. Et ça, nous l'avons vécu à l'Institut, je peux en témoigner. Pour ce faire, nous envisageons après le colloque la poursuite des actions
déjà initié au sein de l'Institut de gérontologie sociale avec nos partenaires intéressés, par ce thème de développer l'accueil des personnes âgées en détresse et leur permettre d'avoir un lieu où résoudre leurs difficultés en la matière. Ceci dans le cadre d'un processus d'appui et d'apprentissage. L'enjeu serait donc de considérer le progrès technologique selon une vision qui n'obéisse pas seulement aux logiques économiques, mais qui se recentre sur les intérêts et le bien-être de l'humain, en s'assurant que l'efficacité technique n'efface pas la dimension relationnelle. Il s'agit bien d'effectuer un choix de société qui vise, comme le rappelle Ricoeur dans un ouvrage en 90, le vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes. Compte tenu du confinement, de la pandémie, le colloque qui n'a jamais aussi bien porté son nom, Vivre et vieillir ensemble dans une société marquée par le numérique, se déroule donc sous la forme d'une visioconférence depuis le siège de l'Institut de gérontologie sociale, avec le concours d'une plateforme spécialisée en la matière, financée par AG2R La Mondiale, que je remercie vivement pour cet engagement. Merci aux intervenants présents et à distance, que je salue, pour leur contribution à venir. Mais un remerciement s'adresse également à toute l'équipe de l'Institut et en particulier à son nouveau directeur, Rémi Deschamps, qui a pris cette responsabilité en plein premier confinement. C'est pour dire. C'est le véritable chef d'orchestre numérique de cette journée, puisqu'il est également aussi le président de l'association des anciens du DESS Master Action gérontologique et ingénierie sociale, de mon université, celle d'Aix-Marseille, master que j'ai clos en 2018, après 26 ans d'existence. Merci à Alexandre Césari, de l'entreprise Happy Visio, pour sa patience, sa pédagogie et sa bonne humeur. Merci à Patrick Battini, informaticien retraité bénévole, pour son engagement à nos côtés, sans faillir jusque-là. Enfin, merci à M. Philippe Janté, directeur général de l'ES 13, qui nous accueille dans ses locaux au 3e étage pour le petit groupe que nous sommes. C'est assez étrange pour un professeur d'université presque vieux de vous sentir là à l'écoute, mais de ne pas vous voir. C'est, je dois le dire, une expérience nouvelle peu commune. La pandémie, en nous imposant sa loi, a sans doute permis cette numérisation inattendue avec un colloque qui touche un grand nombre de personnes, des personnes qui ne seraient jamais venues physiquement jusqu'à Marseille pour des raisons diverses. Elle a également sorti de leur torpeur les fantômes d'anciens du DESS Master Agis, et c'est aussi une bonne et heureuse surprise de les revoir, même virtuellement, tant d'années après. Enfin, s'ils sont réveillés à cette heure matinale d'ouverture de cette journée. Je nous souhaite néanmoins une bonne journée numérique et je laisse la parole à Alexandre Césari qui va présenter les autres introductions avant la journée présidée par M. Éric Chancez, que je salue. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, professeur Pitot. Nous allons accueillir dès que possible Madame Brunog pour un mot d'introduction en qualité de directrice régionale PACA Corse. Et donc, je l'invite effectivement à allumer sa caméra et son micro. Parfait. Bonjour, Madame Brunog. Très heureux de vous accueillir sur Happy Visio. Et j'ai plaisir donc à vous laisser la parole pour quelques instants. Bonjour à toutes et à tous et merci, merci professeur et merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui, même si elle est virtuelle. En tout cas, ravi que vous soyez si nombreux et présents et connectés. Merci également et cher directeur d'être présent et merci à Eric Sanchez d'organiser et de présider ce colloque. Je voulais également remercier mon équipe qui est également à la manœuvre pour l'organisation de cette journée et la participation de cette journée et remercier tous les acteurs de
de l'organisation pour cette journée. Je sais que les événements virtuels, c'est notre mode d'organisation. Ça a été cité précédemment par le professeur dans l'organisation et dans son discours. Je sais que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'autres, et on a appris à pivoter dans ce monde qui est différent. Et donc, merci. Et c'est vraiment un effort et c'est fait avec beaucoup de qualité. Moi, je suis ravie aujourd'hui de représenter le groupe AG2R La Mondiale, dont je suis directrice régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et j'ai un point commun avec le directeur de l'Institut de gérontologie sociale. J'ai pris mon poste dans les mêmes conditions que lui, donc dans une période de contexte de crise sanitaire, donc en début d'année. Et je sais que c'est en plus, il y a une complexité à prendre un poste dans ces périodes de confinement où on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin d'avoir ce lien social, et le fait de le faire en visio, ça ajoute une dimension un peu plus difficile sur ces prises de poste, et je suis ravie d'avoir ce point commun avec lui. Donc ravie d'avoir cette ouverture de colloque et de vous y accueillir. Au niveau du groupe AG2R La Mondiale, nous sommes un acteur majeur de la protection sociale en France, et le sujet du bien vieillir est au cœur de nos préoccupations. Il est d'ailleurs inscrit dans notre raison d'être. La thématique du colloque, choisie bien avant le contexte de crise sanitaire, car vieillir et vivre ensemble dans une société marquée par le lien numérique est une problématique majeure, surtout quand on est à l'époque concerné par le vieillissement, et le vieillissement va continuer à s'accélérer au niveau de notre société. On est également concerné, ou un sujet de société où on sait que les baby-boomers de 45 vont arriver également concernés sur des sujets de dépendance dès 2025, avec une explosion et un choc démographique sur le sujet. Les sujets sont prégnants, le sujet du numérique est présent, ça a été cité précédemment, où on a des sujets où il y a de plus en plus de choses qui ne se font qu'en numérique. Et aujourd'hui, dans le sens de ce sujet prend encore plus de sens dans le contexte de crise sanitaire et dans cette période de confinement où le numérique est parfois le seul moment ou l'outil qui permet du lien social. Et je pense que la richesse des échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui va avoir, avec cette dimension de crise sanitaire, encore beaucoup plus de puissance et encore beaucoup plus de prégnance. Le partenariat qui a été construit avec l'Institut de gérontologie sociale est un partenariat très important pour le groupe, et c'est un partenariat historique. Il est de très grande qualité, il est de longue date, il a toujours permis de fournir de très beaux échanges de grande qualité et très riches. Et la journée de ce colloque va encore, je pense, être une journée qui va démontrer une grande qualité, une grande richesse des échanges. Et en fait, je suis vraiment ravie que ça puisse se tenir, même si c'est sur ce format-là. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Bruinog. Je vous laisse repartir. Bonne fin de journée à vous et merci. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Monsieur Michel Faure ainsi que à Jacques Wetzel qui devraient nous rejoindre tous les deux. Monsieur Michel Faure va arriver dans quelques instants. Je vous laisse tous et toutes retrouver dans quelques secondes Monsieur Faure qui va pouvoir allumer sa caméra et son micro. Bienvenue, vous êtes en place tous et toutes pour entendre cette allocution spécifique du directeur général du FAS, et Monsieur Jacques Wetzel aussi devrait nous rejoindre. On va parler électricité, entre autres, et ça sera avec plaisir qu'on va pouvoir retrouver ces deux personnes qui devraient donc dans quelques instants pouvoir allumer leur caméra et leur micro pour débuter. Monsieur Faure, n'hésitez pas à démarrer ce micro et cette caméra qui sont en partie basse de mon visage. Vous devriez voir les deux éléments qui sont en dessous mon visage. Voilà, bienvenue à tous. Donc le sujet aujourd'hui qui sera abordé par ces deux personnes, c'est comment éviter au domicile les dangers au quotidien. C'est une vraie question très importante. Et le guide des risques électriques et autres risques courants dont l'automédication, deux sujets bien distincts mais qui font hélas beaucoup de dégâts, et donc nous aurons dans quelques instants, je le souhaite, le plaisir de retrouver ces deux personnes qui vont pouvoir
nous rejoindre. Michel Faure, vous devriez pouvoir commander votre micro, votre caméra sans difficulté particulière. Et puis, nous avons aussi Monsieur Jacques Wetzel qui devrait pouvoir me rejoindre. Alors, je vous laisse commander aussi les micros et caméras. Voilà, ça y est, on arrive. Pour Monsieur Wetzel. Oui, mais écoutez, je vais prendre bonjour à tous. Je vais prendre la place de Michel qui interviendra après moi. Donc, je suis président de Consuel. Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir ce qu'est le Consuel. Vous connaissez le nom. C'est un acronyme. Ça veut dire Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Alors, c'est une association de type 1901 qui a été créée en 1964. Et pourquoi ça a été créé en 64? C'est parce qu'à l'époque, on était en pleine reconstruction. Encore, puisque la pointe de la construction en France était l'année 1972, on construisait à l'époque 550 000 logements par an et la qualité était assez médiocre. Alors, les électriciens, les distributeurs d'électricité et les usagers se sont groupés au sein de cette association pour contrôler les installations, puisqu'il faut savoir qu'en France, la profession d'électricien est libre. C'est-à-dire que vous êtes pâtissier un jour, le lendemain, vous décidez d'être entrepreneur électricien. Personne ne vous demande rien en termes de qualification professionnelle. Il faut savoir que ce n'est pas le cas partout en Europe, parce que dans l'Europe du Nord, en Allemagne, il faut un brevet de maîtrise pour pouvoir exercer cette profession d'électricien. Alors, vous posez sans doute la question de savoir quelle est la légitimité de notre association Consuel et de notre fonds d'action phase que va présenter Michel Faure après moi, à intervenir dans un colloque intitulé « Vieillir et vivre ensemble dans une société marquée par le numérique ». Alors, notre implication est dans la droite ligne de la brochure que nous avons financée, dont vous parlera Michel tout à l'heure, pour partie avec IGS, qui est un guide des risques électriques à l'attention des personnes âgées. Le développement inexorable du numérique chez les personnes âgées est à mettre en parallèle du télétravail chez les salariés, en particulier chez les électriciens que nous connaissons bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'avons-nous fait et que pourrions-nous faire? Alors, on remarque qu'entre notre travail d'électricien et le télétravail et le thème de ce jour, il y a des similitudes. On rencontre les mêmes problématiques. La sécurité électrique du poste de travail, la nécessité d'avoir un débit Internet correct, mais également la nécessité de prendre en compte les problèmes d'ergonomie du poste de travail, et enfin, la nécessité de prendre en compte également l'isolement des personnes, en fait, les risques psychosociaux. Alors, sur les deux premiers items, Consuel et phase ont pleine compétence, évidemment, mais sur les deux autres, aucune. Nous nous sommes rapprochés d'un service de santé au travail du BTP en Lorraine, qui possède des IPRP. IPRP, ça veut dire intervenant en prévention des risques professionnels, en ergonomie et en psychologie, pour bâtir un diagnostic télétravail qui, si les résultats sont probants, pourra être étendu à la totalité du territoire national. Nous pourrons échanger sur les résultats, ce qui pourra être une source d'inspiration pour votre association et vos homologues. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une communication ciblée. Monsieur Wetzel, oui. Voilà, je vais juste quand même saluer Michel Faure qui nous a rejoint avec un petit temps de retard. Ben, vous pouvez rester, Michel, à l'écran, s'il vous plaît, voilà. Et puis, je vais juste vous laisser la parole ensuite pour finir, Monsieur Wetzel, et Michel Faure reprendra ensuite. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Merci à vous. Nous avons fait une communication ciblée. Alors, participer à votre colloque est non seulement un plaisir, mais une nécessité. Car nouer un dialogue avec des associations est un moyen de passer des messages ciblés. La communication officielle des pouvoirs publics est trop souvent éloignée des préoccupations des usagers. De plus, elle est souvent entachée de suspicions. Je ne parle même pas du complotisme. Il n'y a qu'à voir l'échec de la communication du compteur Linky pour en être persuadé. Il faut savoir qu'il y a 2% de la population qui refuse de se faire installer le compteur Linky. Alors, 2%, ça ne semble pas beaucoup, mais 2% de 35 millions, ça fait 700 000 personnes qui n'ont pas confiance dans la parole des pouvoirs publics. Alors, l'avantage des associations, c'est qu'elles sont en contact direct avec ses adhérents, qu'elles connaissent tous les aspects des problèmes et qu'elles possèdent des retours d'informations très utiles pour cibler une communication et améliorer ainsi notre processus d'intervention.
Que pourrions-nous faire? Eh bien, en côtoyant des associations comme les vôtres, ça permet d'avoir un enrichissement partagé entre les techniciens en électricité qui possèdent la faculté de réaliser des applications performantes sans connaître les besoins réels des usagers, et les usagers qui souhaiteraient disposer d'applications qui leur rendent la vie plus facile sans savoir l'exprimer ni savoir à qui le demander. Il existe un fossé. Alors, ces techniques dont je parle, c'est la domotique qui a été créée en 1988 et qui, pour l'instant, est un échec. Alors, force est de constater que c'est un constat d'échec, car ce lien entre les différentes parties n'a jamais existé. La domotique est désormais considérée comme un gadget onéreux pour personnes fortunées, alors que les personnes âgées pourraient bénéficier d'applications qui leur rendraient la vie plus facile. Donc, voilà, 3 pistes, des similitudes, une communication ciblée, et peut-être aller plus loin en proposant aux personnes âgées des applications peu onéreuses qui leur permettraient de leur rendre la vie plus facile. Et voilà, là, je cède la parole à Michel, qui va nous parler de Phase, dont il est le directeur. Michel, à toi. Oui, bonjour à tous. Je suis désolé, mais au moment où je devais me connecter, perturbation majeure, c'est-à-dire que mon PC s'est arrêté, et voilà. Et donc, j'ai repris maintenant. Alors, je voulais donc d'abord vous dire, je suis le directeur de Phase. Phase, c'est le fonds d'action pour la sécurité électrique. Le sujet que je vais évoquer va vous paraître peut-être éloigné du numérique et du sujet principal de la journée, sauf que la sécurité électrique, c'est quand même la base pour avoir un numérique qui marche bien dans la maison. Et également, quand on parle de personnes âgées, le maintien à domicile, ça suppose aussi une installation électrique en sécurité. Alors, je souhaite aussi évidemment remercier l'Institut de gérontologie sociale, son directeur, Rémi Deschamps, et Philippe Pitot, son président, qui nous ont invités à ce colloque. Alors, l'idée, c'est de présenter un fascicule auquel Phase a participé, à la fois dans le contenu, mais financièrement également. Donc, ce fonds de dotation Phase, créé en 2011, s'est fixé 3 objectifs. L'information du grand public sur les risques électriques, la formation des jeunes et le mécénat. L'ensemble de nos réalisations est relaté sur notre site internet, Fonds d'Action Phase, auquel vous pouvez accéder sans problème sur Internet. Chaque année, le fonds de dotation Qualitel, il y a beaucoup d'organismes présents dans notre protocole, mais enfin, c'est comme ça. Et comme l'a dit Jacques, les associations, c'est bien. Donc, chaque année, le fonds de dotation Qualitel organise un appel à projet pour la rénovation de logements à caractère social en faisant appel à la solidarité. Ces projets sont récompensés par le fonds de dotation qui a réuni quelques sponsors et nous avons décidé de nous y associer pour récompenser des projets améliorant la sécurité électrique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer au projet de brochure que l'IGS avait décidé de concevoir pour les personnes âgées. Comment éviter au domicile des dangers au quotidien? La raison de ce document est clairement exprimée dans les 2 phrases suivantes. Elles ont été écrites par Philippe Pitot. La maison est en général l'endroit où l'on se sent le plus en sécurité et pourtant chaque année, entre 10 et 12 millions d'accidents de la vie courante se produisent, conduisant à 4,5 millions de recours aux urgences avec 500 000 hospitalisations et 200 000 décès. Ces accidents ne sont pas une fatalité, mais ils surviennent dès lors que l'on baisse sa vigilance. Ce document nous rappelle donc ces risques et nous donne des recommandations pour les anticiper. Parmi les accidents domestiques, l'électricité prend une bonne place et notamment dans un effet conséquent qui est l'incendie. Si les personnes touchées gravement sont souvent les enfants, il y a aussi les personnes âgées qui sont probablement encore plus sensibles à une électrisation, même légère. Si les causes sont quelquefois une mauvaise utilisation de l'installation électrique, elles sont très souvent dues à l'installation elle-même et aux appareils électriques utilisés, notamment par l'obsolescence ou la vétusté. Les installations électriques conçues selon les règles de l'art apportent un niveau de sécurité suffisant. On ne saurait donc trop vous recommander de faire vérifier régulièrement vos installations par des professionnels. Évitons le bricolage qui ne corrige pas souvent correctement les problèmes. Attention, une bonne conception de l'installation ne nous préserve pas d'un mauvais usage. Ce petit fascicule nous donne très utilement un grand nombre de recommandations pour utiliser en toute sécurité son installation.
Concevoir un document, c'est bien. Le porter à la connaissance du plus grand nombre, c'est mieux. Je pense que Rémi Deschamps et Philippe Ito, qui seront présents, vous montreront ce fascicule que je dois avoir ici. Le voilà. Le voilà. Donc, concevoir, je disais, un document, c'est bien, le porter à la connaissance du plus grand nombre, c'est mieux. C'est pourquoi nous continuerons à aider l'IGS cette année pour le diffuser largement, en particulier auprès d'autres organismes et associations qui en feront aussi écho de leur côté. Et donc, je devais passer la parole à Jacques Vézel. Notre discours a été organisé de cette manière pour qu'il évoque le lien entre le numérique et la sécurité électrique, ce qu'il a déjà fait avant moi. Voilà, merci de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Faure, de ce point sur l'électricité. Nous avons donc bien entendu ce fascicule qui pourra être retrouvé sur Appivisio. Merci à vous. Et puis, je remercie donc Monsieur Wetzel. Si il souhaitait conclure, vous pouvez effectivement revenir, Monsieur Jacques Wetzel. Sinon, nous aurons plaisir à accueillir dans quelques instants Jean-Christophe Amarantimis qui sera présent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Faure. Vous étiez en direct de votre région et c'est parfait. Merci encore de votre Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, je vous libère. Merci à vous. Et donc, on va pouvoir démarrer l'intervention peut-être de Monsieur Jean-Christophe Amarantini qui sera présent. Donc tous les documents seront disponibles sous 24 heures sur Appivisio. Voilà, merci pour répondre aux interrogations. Bonjour monsieur, très heureux de vous accueillir. Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Impeccable, tout fonctionne très bien, merci. Donc vous êtes en direct sur Marseille, merci. Et je vais vous laisser vous présenter, ça sera plus simple. Parfait. Voilà, écoutez, donc bonjour à tous, merci pour votre invitation. Monsieur le Président de l'Institut de gérontologie sociale, très cher Philippe, d'abord en préambule, bien sûr, je te remercie pour ton invitation, mais aussi pour toute ton énergie et ta mobilisation envers nos aînés, au-delà des difficultés que tu as toujours su rebondir et mobiliser tes réseaux en plaçant au centre de tes préoccupations aussi bien l'intérêt général, mais plutôt que l'intérêt personnel. Je te remercie également en mon nom, mais aussi au nom de toutes les générations d'étudiants qui sont passés dans tes locaux. D'abord pour ton enseignement, bien sûr, mais aussi pour ta vision prospective du secteur, qui, je pense, a marqué, et je crois marquera, j'en suis même sûr, à jamais toutes les générations de professionnels de la filière du grand âge. Bon, donc aujourd'hui, tu m'as demandé d'intervenir en introduction avec ma double casquette. Donc tout d'abord, comme représentant du CINERPA, qui est donc, comme vous le savez tous, la première confédération du parcours de vie et de soins de la personne âgée. Donc on fédère 2700 adhérents qui regroupent aussi bien des établissements indépendants que des établissements commerciaux, des groupes de statuts internationaux, associatifs également, et on accompagne au quotidien 2700 personnes, 270 000 personnes, ce qui représente grosso modo 30% de la capacité d'accueil sur le territoire. En ce qui me concerne, je suis par ailleurs le président d'un petit groupe familial sur la région marseillaise qui exploite une quinzaine d'établissements et de services. Voilà. Et donc, vous imaginez que je suis sensibilisé à 200% sur la cause des personnes âgées, et ce, depuis une vingtaine d'années. Donc, à ce titre, mon soutien au colloque annuel, il est régulier, et je me retrouve une fois de plus, ainsi que l'ensemble de mes équipes, en harmonie avec le thème traité aujourd'hui, donc vivre ensemble dans une société marquée par le numérique. C'est une surprise pour personne de voir les éléments de ce thème exacerbés par la crise actuelle,
qui est une crise d'une violence inouïe qui affecte depuis des mois nos usagers au quotidien, mais également, j'ai envie de vous dire, et surtout les familles et les aidants qui sont empêchés d'accompagner leurs parents au quotidien à leur convenance. J'oublie pas non plus nos personnels qui sont soumis depuis des mois, voire des années, à des pressions et des stress, alors qu'ils étaient déjà épuisés par les différentes campagnes d'EHPAD bashing vécues ces dernières années. Donc, nous, on a vécu la période avant crise Covid, durant laquelle nos établissements et services se sont mis à leur rythme aux outils connectés afin d'initier sereinement le virage du numérique. C'était en quelque sorte une manière pour eux d'améliorer leur offre de services. Frappés ensuite de plein fouet par cette fameuse crise Covid, il a bien fallu qu'ils combattent, mais alors cette fois-ci avec les mêmes outils, qui sont donc devenus indispensables, eu égard à la violence et à l'intensité de la situation sanitaire. En effet, comme vous le savez, la filière grand âge n'a pas eu d'autre choix que de recourir massivement au numérique afin de suppléer les carences imposées par le confinement généralisé, et notamment pour maintenir le lien social et familial, pour assurer la continuité et la sécurité des soins, mais aussi et également pour assurer une certaine veille réglementaire et sanitaire, etc., etc., etc. Maintenant, on est donc au stade de la préparation de sortie de crise sanitaire. Il nous appartient de la préparer dans son volet économique et social, puisque notre branche d'activité, elle a un rôle majeur à jouer avec la création de 300 000 emplois locaux et non délocalisables. C'est une filière, comme vous le savez, qui est en plein développement, notamment en raison de l'explosion des besoins liés à l'évolution démographique. Notre principale difficulté, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, on a décidé de peser de tout notre poids dans le plan de relance, dans les différents plans de relance, avec en ligne de mire l'emploi et les perspectives de carrière que nous pouvons offrir en nous appuyant sur l'attractivité des métiers. De fait, nous pensons que le numérique a tout son rôle à jouer dans la construction de ce challenge, parce que souvent, le manque d'attractivité dans notre secteur, il est souvent synonyme de pénibilité. Et je suis certain que les nouvelles technologies peuvent contribuer à séduire les candidats tout en boostant la QVT, la prévention des risques professionnels, mais aussi les évolutions de carrière. En conclusion, j'ai envie de vous dire que la transition numérique dans notre secteur, elle est indispensable, comme dans tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire. Et nous voyons bien qu'avec la crise sanitaire, ça a été salutaire. Ceci étant posé, je pense qu'il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre en misant tout sur le numérique. En effet, l'individu et notamment les personnes fragilisées par l'avancée en âge ont besoin de compagnie, de présence et de liens physiques avec leurs semblables. Ce qui ne peut être totalement remplacé par le virtuel, vous en conviendrez, et notamment sur une longue période, au risque de produire l'effet inverse, et notamment le tant redouté syndrome de glissement. Et c'est bien en cela qu'un EHPAD, dernière génération, ouvert sur l'extérieur, avec toute sa panoplie d'intervenants et de partenariats intergénérationnels, mixant toutes les dernières technologies d'outils connectés, peut être une solution complète contre l'isolement et la perte du lien social. Voilà en ce qui me concerne, je vous remercie. Je dois couper ? Ah non, merci de ne pas toucher au bouton. Merci. Voilà. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir pu nous préciser tout ça, vous qui êtes donc président du CINERPA région. Merci beaucoup donc monsieur Jean-Christophe Amarantini, président national du CINERPA pour être précis. Excusez-moi. Je vais dans quelques instants inviter le professeur Giaconini pour nous retrouver. Giovannini. Pardon, excusez-moi pour cette erreur. Le professeur va pouvoir nous rejoindre dans quelques secondes. Nous allons pouvoir lui demander de commander sa caméra et son micro.
dans quelques instants. Allez, bienvenue à tous. Excusez-moi pour cette petite latence. Nous avons normalement le professeur qui va pouvoir démarrer son micro et sa caméra. Et sinon, Monsieur Sanchez, bien sûr, va prendre la parole avant cela. Voilà. Allez, vous pouvez me rejoindre, Eric Sanchez, s'il vous plaît, en allumant votre micro, votre caméra. Effectivement. Et ensuite, le professeur Giovannini sera présent. Merci à vous. Merci Alexandre. Écoutez, d'abord, je veux saluer toute la communauté des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Toutes les belles régions de France, j'ai vu rapidement, sont présentes représentées. Nos compatriotes d'outre-mer également. Voilà, je remercie également, il y a des personnes, j'ai vu du Québec ou d'autres régions lointaines, d'autres pays plus lointains. Donc, merci bien sûr à l'Institut de gérontologie sociale d'organiser, comme chaque année, des colloques de grande tenue. Moi, je voudrais remercier particulièrement Caroline Brunoc tout à l'heure qui a fait un exposé très complet sur le AG2R La Mondiale, qui était vraiment un partenaire fidèle de l'Institut de gérontologie sociale. Et puis remercier le professeur Pitot pour son, effectivement, ça a été dit par mon prédécesseur, qui est une personne très, très engagée et qui, du coup, nous permet de bénéficier de cet engagement très volontariste chaque année sur des sujets, sur l'amour, sur la table, sur la nourriture, sur plein de belles choses comme ça qui nous permettent de voyager au gré de ses humeurs et au gré de ses investigations universitaires. Donc, simplement quelques mots, j'aurai le plaisir de présider cette journée et de passer la parole aux intervenants et de revenir un petit peu sur leurs propos. Moi, je dois dire que, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je crois que c'était Winston Churchill qui disait que l'optimiste voit dans la difficulté des opportunités. Je crois que cette crise et nos comportements qui ont été peut-être durablement modifiés ont montré que nous avions des capacités d'adaptation très, très fortes. Et puis, une petite anecdote, justement, pour dire ça, j'ai l'habitude d'animer avec Apivisio un certain nombre de conférences. Et la dernière fois, c'était une conférence, je pense, sur la nutrition ou avec l'Institut Pasteur, je ne me souviens plus. Et il y avait une dame qui avait un très joli surnom, je crois qu'elle s'appelait Fleur des Îles ou Jolie Fleur ou quoi. Et il y a un monsieur qui commençait gentiment à flirter avec elle et à la féliciter pour son joli prénom. Donc, je veux dire, pourquoi je dis ça de façon un peu humoristique? Parce que de toute cette technologie, de toute cette période un peu compliquée, surgit l'inattendu, la spontanéité et des choses dont on n'aurait pas forcément imaginé qu'elles allaient survenir. Voilà. Et puis, en fait, il y a des relations nouvelles qui s'instaurent, il y a des modes de communication nouveaux qui démarrent. Mais les gens gardent, et nous on essaye bien sûr dans le groupe AG2R, on essaye de les susciter, de les inviter à cela, leur permettre en fait de quand même continuer à garder des relations tant bien que mal, à garder de l'espoir, garder de la motivation, s'instruire, s'informer, partager avec les autres leur plaisir de faire et d'être tout simplement. Hein, voilà, nous sommes des êtres de relation et cette relation elle peut se faire de différentes façons. Voilà. Donc, j'ai le plaisir, effectivement, d'introduire le grand témoin qui vient, le professeur Augustin Giovannini, voilà, qui nous fait à chaque fois l'honneur et l'amitié d'intervenir dans les colloques annuels organisés par l'Institut de gérontologie sociale. À chaque fois, en tout cas, moi qui le côtoie un petit peu maintenant, à chaque fois, Augustin Giovannini nous permet quand même de prendre de la hauteur et d'embrasser large, on va dire, un peu la vie de chacune et chacun d'entre nous avec toutes ses singularités. Et je trouve que c'est l'intérêt de ce type de colloque, de passer aussi du pragmatisme ou du quotidien à aussi quelque chose qui nous fait voir la vie d'une façon un peu plus subtile ou plus plurielle en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir ce regard un peu comme les taoïstes pourraient dire, avoir les pieds sur terre et le regard tourné vers les étoiles et avoir cet aller-retour constant entre le pragmatisme, le quotidien, le terrien et puis des choses un peu plus subtiles qui nous animent aussi dans nos quotidiens à chacun. Voilà, je l'accueille avec grand plaisir et je sais que vous serez nourris comme je le serai de son intervention. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je me permets juste de revenir pour indiquer au professeur Giovannini de nous rejoindre. Donc, c'est en commandant le micro et la caméra. Voilà, je vous accompagne jusqu'au bout, professeur. Merci beaucoup, vous qui
être philosophe aussi. Merci en effet Eric Sanchez d'avoir pu introduire ce moment et de votre propos. Voilà, on est en direct, c'est Happy Visio. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous aujourd'hui et merci encore à la confiance qui nous a été donnée par toutes les équipes. Voilà, professeur Giovannoni, vous êtes présent. Il vous manque encore une petite étape, c'est de commander la caméra. C'est juste à côté du micro. Vous devez le passer en vert et puis on va pouvoir comme ça vous entendre. Merci beaucoup. Voilà de votre arrivée. Bienvenue sur Happy Visio. Merci Alexandre de votre gentillesse. Vous m'avez guidé avec beaucoup d'efficacité pour cette visio. Je remercie évidemment Philippe Pitot et Rémi Deschamps. Philippe pour avoir accepté cette réflexion sur l'expérience de l'être ensemble que peuvent avoir les personnes âgées. Alors je ne prétends pas épuiser un sujet qui est aussi vaste, mais dégager quelques axes, à commencer par interroger le titre « Quelle expérience de l'être ensemble, repenser le commun et le singulier ». Vous voyez qu'il y a deux binômes qui s'opposent. Enfin, celui que l'on utilise habituellement, c'est l'individu et le collectif. Il est d'origine sociologique. Et là, il y a tout un travail qui a été effectué ces dernières des décennies autour de ces deux notions. Et aujourd'hui, les termes de commun et de singularité pour désigner notre rapport au monde sont, je crois, de nature à rendre compte de certains phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Alors le sujet que je vais aborder dans un temps qui sera forcément limité comporte malgré tout plusieurs dimensions. La première, c'est d'expliquer en quoi consiste l'expérience de l'être ensemble, telle qu'elle a été définie par une philosophe qui a joué un rôle déterminant sur cette question, mais bien d'autres, qui est Hannah Arendt. Pour elle, être ensemble, c'est construire un espace intermédiaire entre les hommes, un lieu d'action, d'apparition et de parole libre. Alors, j'insiste beaucoup sur cette définition parce que finalement, un terme comme celui d'apparition qui semble être à l'écart des sociologies de l'action joue un rôle important parce qu'elle désigne un débat qui est engagé depuis très longtemps. C'est le débat sur la reconnaissance et l'invisibilité de certaines populations. Et il semble bien que les personnes âgées ou à partir d'un certain âge, il n'y ait plus de possibilité pour apparaître sur une scène où la parole soit libre et où un lieu d'action, de transformation soit possible. Donc je crois que ce préambule-là est important pour arriver à comprendre ce dont il s'agit. Deuxièmement, ce sera peut-être plus général, je voudrais montrer comment la rationalité néolibérale est aujourd'hui devenue hégémonique et menace la démocratie comme projet, comme idéal et comme politique. Et donc il est donc impératif de rappeler que le monde commun n'est pas le monde de la maîtrise, mais celui du partage. Alors j'insiste beaucoup sur ce point parce que effectivement, si le monde commun devait être celui de la maîtrise, il serait totalement soumis aux relations de pouvoir, déchiré même par les rapports de pouvoir, sans jamais laisser, comme le fait par exemple Philippe Pitot, une place pour le partage et du désintéressement. Je veux dire, c'est une réalité dont il faut prendre conscience. Je pense au dernier livre de Barbara Stiegler, intitulé « Il faut s'adapter », et qui montre effectivement toutes les conséquences de ce dérèglement néolibéral auquel nous sommes soumis. Enfin, troisième axe que l'on abordera rapidement, nous assistons à la transformation de l'être humain en marchandise, en capital, cette désintégration du sujet s'accompagnant de la disparition de toutes les protections. Et je crois qu'effectivement, à partir d'un certain âge, on est vulnérable, et quand tout est marchandisé, ce n'est plus l'égalité, mais l'inégalité qui triomphe. D'où la nécessité aujourd'hui de se demander comment le contrat social a été mis à ce point, sans dessus-dessous, dans une logique où les êtres humains deviennent marchandises et les vies inégales. Alors, je pense que c'est une belle idée, cette idée de vie inégale et de vie
elle est interrogée aujourd'hui par de nombreux sociologues, dont Didier Fassin, et elle permet de distinguer ou d'introduire à la suite de nombreux travaux l'idée de forme de vie, d'éthique de vie ou de politique de la vie. Alors, je reviens sur les travaux d'Hannah Arendt et notre expérience de l'être ensemble. Le monde commun est un monde de relations sociales. Donc, ce qu'on introduit, c'est quelque chose dont tout le monde peut faire l'expérience. Et si c'est un monde de relations sociales, il faut bien voir que ce sont des relations sociales qui ne sont pas contraintes, mais qui sont issues de la parole et de l'action. Et ce qui va se jouer dans ce débat, c'est la transformation d'un monde pluriel, celui de la diversité, mais qui n'est pas uni autour de valeurs sous-jacentes, en un monde commun que nous pouvons partager et qui nous permet d'apporter tous les grands défis qui s'annoncent pour notre génération. Alors, dans l'œuvre d'Arendt, je crois qu'il est important de souligner un point, c'est que le nous vient faire contrepoids à ce que, après un philosophe qui s'appelle Heidegger, elle a énoncé comme la forme du on. Donc, il y a d'un côté le on, qui est un agrégat d'anonymes, dont il faut évidemment éviter de réduire les personnes âgées à cet anonymat, et le nous, qui est un véritable être ensemble. Donc, c'est-à-dire, c'est l'idée que les personnes âgées appartiennent à une communauté et sont dans des logiques de solidarité. Donc, dans la vie, la vie ne devient véritablement humaine que dans le partage d'un monde commun, non plus l'être pour la mort, mais l'être pour la naissance. Ce qui m'a guidé en réfléchissant aux raisons pour lesquelles j'introduisais la démarche d'Hannah Arendt, c'est cette idée de naissance, cette idée que même s'il est tard, même s'il semble que ce soit trop tard pour guérir d'une maladie, pour affronter telle ou telle épreuve, Hannah Arendt nous dit il y a la natalité, le fait de commencer à nouveau, donc de rompre avec un certain déterminisme, voire une certaine fatalité, et de poser également d'emblée que l'humanité n'existe que dans la pluralité. Alors plusieurs alternatives sont possibles à partir de cette analyse pivot. Il y en a 4, je vais les évoquer rapidement. La première, la plus récente et qui se présente comme un essai sur la Révolution au XXIe siècle, est celle de Pierre Dardot et de Christian Laval. Ils entendent le commun au sens d'un principe. Donc, c'est l'idée qu'un principe est ce qui vient en premier et fonde tout le reste, un véritable commencement. Et si le commun est un principe, il ne relève pas de la gestion, mais du juste. Donc, d'un gouvernement des communs par les collectifs qui les font naître. Alors, je crois que cette idée qu'il faut rompre avec la gestion ou les politiques gestionnaires, ça devient un horizon de sens très mobilisateur. Surtout, comme cela a été mentionné, sachant que le problème de la dépendance va devenir un problème majeur. J'ajoute aussi l'idée que je pense que d'une certaine façon, c'est ce que vous faites collectivement. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des gouvernements du commun, c'est-à-dire des collectifs qui font vivre le commun, qui le nourrissent et qui permettent de sortir des impasses ou des formes d'égoïsme dans lesquelles finalement les personnes âgées sont condamnées à endurer une véritable souffrance. Un deuxième groupe de travaux conduit par Michael Hart et Tony Negri considère que le capitalisme d'industriel serait en train de devenir cognitif et numérique. Ça, je crois que c'est un des éléments de la problématique qui a été proposé pour ce colloque. Je crois effectivement que c'est une mutation qui nécessite que nous puissions travailler avec des économistes et des sociologues, donc des gens des sciences humaines et de l'industrie, etc. Donc le commun devient ici un principe philosophique qui doit permettre pour ces deux auteurs de concevoir un avenir possible au-delà du néolibéralisme. Donc, c'est-à-dire de ne pas réserver la réflexion aux experts et aux sachants. Et je pense que cette idée-là est une idée aussi qui doit nous servir de matrice ou de tâche
ou d'horizon de sens. Il faut nous arrêter maintenant sur une troisième caractérisation du commun qui est fondamentale, c'est celle qui a été ouverte par Jean-Luc Nancy. Je le cite, c'est l'être en commun, le fait d'être avec les autres. Ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de l'individu, en tant que ce qui définit un individu, ce n'est pas sa souveraineté, mais c'est la coexistence. Si vous voulez, il ne peut y avoir de commun si le commun ne renvoie pas à l'être avec. Et être singulier, pluriel, ces trois mots apposés marquent à la fois une équivalence et son articulation. Donc, si nous devions résumer, nous pourrions dire à propos de ce rapport entre le singulier et le commun, que l'être est singulier et pluriel. Les deux termes ne s'opposent pas. Le « et » de la conjonction, qui était au début, que j'ai au début cité avec l'individu et le collectif, est remplacé par quelque chose de singulièrement pluriel et de pluriellement singulier. C'est-à-dire par l'idée que exister, c'est coexister. Donc, les personnes âgées ont besoin de cette coexistence. Ils ont besoin de créer les conditions d'un véritable échange. Et le singulier étant un pluriel, il faut évidemment réfléchir aux conditions de l'aide, de l'accueil, de l'hospitalité. On a eu l'occasion ces dernières années d'introduire ces notions dans la réflexion dans laquelle nous étions engagés. Enfin, je voudrais mentionner une quatrième caractérisation du commun qui renvoie aux travaux de Judith Butler, qui est une philosophe anglo-saxonne. L'objet de sa critique, le fantasme de l'individu libéral s'imaginant devenu entrepreneur de lui-même, celui qui pense qu'il n'a besoin de personne et qui ne veut pas rentrer dans des stratégies de solidarité ou de commun. L'approche de Butler met au centre la vulnérabilité. C'est l'idée que nous sommes vulnérables à la naissance, à l'adolescence et au moment, j'allais dire, du trépas, de la vieillesse et de la grande vieillesse, quand celle-ci devient dépendante. Donc il s'agit, ce qui attire Butler et sur laquelle nous pourrions travailler si on mettait en place un groupe de travail, il s'agit dans son esprit de personnes qui ont compris que leur vie n'était pas digne d'être protégée, valorisée et sauvegardée. Donc à contrario, l'objectif que nous pourrions avoir, si on veut véritablement articuler les deux sphères de la communauté et de la singularité, c'est faire en sorte que nous rendions possible cette dignité par la parole, par l'action partagée aux personnes âgées. Alors je voudrais dire quelques mots de la notion de singularité rapidement, parce que le temps passe vite. Je dirais que le danger mortel pour chacun d'entre nous, c'est d'être séparé de sa propre puissance. C'est un auteur du XVIIe siècle qui l'a dit, c'est Benoît Spinoza. Il nous dit que ce qui nous rend triste, c'est d'être séparé de ce dont on est capable. Et il nous dit que finalement, quand on est séparé de sa propre puissance, on est condamné à la tristesse et à une sorte de malheur. Donc, si vous voulez, l'oppression, la domination, le malaise qu'éprouvent beaucoup de personnes âgées trouvent bien en ce point leur origine. Être séparé de ce dont on est capable, ou de ce dont on a été capable, ou de ce qu'on pourrait faire, estimer qu'on est dans l'impossibilité de le faire. Alors, il y a une notion qui est très intéressante, qui a été introduite par certains philosophes, c'est la notion de degré de puissance. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie cette expression? C'est l'idée que si ce degré est minimum, on n'existera pas dans le monde. Et si le degré est maximum, on existera très fortement avec, bien sûr, tous les degrés intermédiaires. Donc vous voyez que la tâche du soignant, la tâche de la personne, c'est de passer d'un degré minimum où il n'existe pas véritablement pour les autres dans le monde, à un degré où il est maximum. Et par exemple, Alain Badiou va plus loin, il nous dit que c'est la définition même de l'existence. C'est-à-dire une existence intense, c'est une existence qui, comme le disait Spinoza, affirme une puissance d'exister qui, même quand elle est altérée, permet de rendre compte de certaines possibilités. L'enjeu est bel et bien, je vais conclure en disant que l'enjeu est bel et bien de combattre la douleur et la tristesse et éviter que la vieillesse, j'aime bien ce terme finalement,
que la vieillesse puisse être l'occasion d'affirmer une certaine joie. Pas une joie permanente, parce qu'il y a la maladie, il y a la perte d'autonomie, etc. Mais l'important est le fait de se sentir exister. Et c'est ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que souvent, surtout quand l'idée, le rapport à soi-même est minimal, je cite cette formule de Badiou, on inexiste dans le monde, on est un inexistant du monde. Donc ce qui est très important, c'est de passer de l'inexistence, du plus bas degré d'exister, à un degré non pas minimal, mais maximal, mais à un degré qui nous permette d'exister. Et cette idée-là, elle me paraît tout à fait fondamentale parce qu'elle laisse une place au désir, même si celui-ci est limité. Donc le sujet connaissant est un mode de réalisation du sujet existant et il n'y a donc pas de singularité sans commun ou réciproquement. Dernier point, je voudrais quand même dire quelques mots de ce que signifie se sentir exister. Parce qu'en ces temps troubles, c'est ce qui nous manque. Le premier point, c'est la propension à vivre, l'envie de vivre, d'exister. Elle est à la portée de tous, mais évidemment, elle peut être réduite par la vitalité du corps, ou elle est stimulée par lui. Elle se manifeste de manière globale par son état, être ou ne pas être en bonne santé, être en forme ou se sentir fatigué, et le bien-être corporel dépend donc de l'état de nos relations avec les autres. Je crois que c'est très important d'introduire le corps, cette dimension du corps, parce que si on l'introduit à la manière dont je l'ai indiqué, on peut évidemment laisser à l'esprit la possibilité d'intensifier ce qui se met en ordre et de passer d'un degré de puissance à un autre degré de puissance. Donc on mentionnera un deuxième moment, c'est exister dans l'esprit des autres, et si vous voulez, c'est-à-dire que l'existence, elle ne peut pas se manifester sans le secours des autres. Et enfin, ce qui est très important, c'est d'avoir sa place parmi les autres. Et là, je crois que les médiations familiales ou amicales et celles que l'on peut trouver dans les institutions vont jouer un rôle tout à fait essentiel. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée et de bons travaux et je vous remercie de m'avoir permis d'apporter cet éclairage sur une question qui est très difficile. Au revoir. Alors, on va vous poser deux petites questions, professeur, si vous en avez le souhait. Merci. Peut-être déjà la parole à Eric Sanchez, qui pourra peut-être nous dire un petit mot. Et puis, Alicia, entre autres, dans les Apinotes, au chat, nous pose une question. Quel fait pratique amène une personne à l'inexistence ? Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, quelques instants, puisqu'on n'est pas trop en retard, donc est-ce que vous pouvez un petit peu répondre à cette question, professeur Giovanni ? C'est une expérience, je ne dirais pas qu'elle est banale, mais elle se produit aujourd'hui parce que la société est elle-même traversée par des contradictions et par des formes d'individualisme qui mettent l'individu en surplomb et sans attache. Je disais sur France Culture ce matin l'idée qu'il y avait 3 millions de personnes complètement seules qui n'ont aucun rapport avec les autres. Si vous voulez, l'inexistence, c'est un terme un peu fort pour désigner le fait que on a perdu l'envie, on a perdu le goût. Et en même temps qu'il y a effectivement les problèmes techniques auxquels nous sommes confrontés, on voit bien se développer à travers un terme qui est ambigu, mais cet état dépressif, cette dépression qui peut frapper quelqu'un et l'amener à renoncer ou à neutraliser le rapport qu'il a à la création. Et donc, je crois qu'il faut vraiment prendre en compte, surtout quand il n'y a pas un accompagnement familial fort ou amical, il faut être attentif à ce qui se joue dans les petits renoncements, dans le fait d'avoir perdu, j'allais dire, le goût du rapport au monde et évidemment, finalement, la difficulté que l'on peut éprouver dans des relations avec autrui quand on sent qu'une fracture s'est introduite et qu'on est condamné à une forme d'oubli. Et si je voudrais que si je devais mettre l'accent ou en lumière un point particulier, c'est évidemment essayer de combattre à tous les niveaux contre la tristesse. Je crois que c'est ça qui est des tristesses prolongées. Chez un patient, elles se traduisent par un état dépressif
voire par des formes plus graves comme la mélancolie, c'est-à-dire la perte de l'image de soi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette perte est d'autant plus ample que dans la vie active ou avant l'arrêt d'une activité, l'individu doutait de lui ou n'avait pas suffisamment d'estime. Donc vous voyez bien que ce que l'on a reçu en héritage dans l'enfance, on le retrouve à la fin de la vie sous une forme plus ou moins aiguë. Et si on a reçu cet amour primordial qui vous donne ensuite la force d'affronter toutes les réalités, on voit effectivement, comme le disaient les stoïciens, qu'on a la possibilité d'affronter le réel, même quand il marque la fin d'une période ou d'un rapport au monde, ou qu'il est annonciateur finalement de la mort. Donc c'est une façon aussi d'affirmer le primat de la vie sur la mort. Merci beaucoup, professeur Giovannoni. Peut-être encore une interaction, si vous le permettez. Comment on sépare quelqu'un de sa puissance, nous demande Alicia à nouveau. Merci pour votre participation. Et est-ce que vous pouvez commenter un petit peu cette phrase? Comment on sépare quelqu'un de sa puissance? Alors, je reviens à l'origine, je l'ai mentionné historiquement, c'est Spinoza qui a, notamment dans le livre 3 de l'éthique, mis l'accent sur cette question, être séparé de soi-même, en tout cas être séparé de sa puissance d'agir. Bien lui, il attribue aux passions tristes. Ce sont les passions tristes. Alors, le terme de passion est connu, c'est un héritage de la philosophie depuis Platon. C'est le fait que notre rapport au monde soit obscurci par l'ignorance ou par des affects qui finalement limitent notre rapport au monde et aux autres. Alors, ce qui se joue, ce qui va se jouer, c'est effectivement le fait de la tristesse. Alors, l'origine peut être accidentelle, hein. Ça peut être, par exemple, la perte d'un emploi. Enfin, j'essaye d'actualiser, mais au XVIIe siècle, il y avait également, c'est la naissance du libéralisme, et donc on avait aussi des problématiques qui étaient à l'œuvre. Alors, évidemment, du même type, donc c'est la tristesse qui a sa cause dans justement le fait de ne pas accepter, de ne pas accepter un rapport à soi qui soit affirmatif et donc qui se laisse dévorer par des passions qui, au lieu de nous renforcer, nous diminuent le rapport que nous pourrions avoir avec les autres. Et c'est vrai, c'est une question très vaste qui finalement est assez banale, hein. On y est tous confrontés au risque des passions tristes. Et ce qui va nous sauver progressivement, c'est la métamorphose qui nous permet de passer des passions tristes si vous voulez, aux passions joyeuses. Un mot, dans le traité de la réforme de l'entendement que Spinoza va retravailler dans l'éthique, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il nous dit les formes de vie qui ne nous permettent pas d'atteindre la béatitude, c'est-à-dire le contentement de soi. Le terme de béatitude, c'est un terme un peu désuet, mais être content de soi, s'affirmer, ça vient, nous dit Spinoza, si on renonce à ce qu'il peut y avoir de spectral, de négatif dans l'existence, et lui, il nous dit que nous ne pouvons nous construire qu'en rompant avec la recherche de la gloire, enfin avec la puissance de l'argent, si on rompt avec le désir de gloire et de vaine gloire, et si évidemment on ne réduit pas les rapports avec les autres à des rapports d'instrumentalisation. Alors il faut bien voir cela dans la durée, c'est quel type de vie ou quel type d'existence j'entends déployer. Alors, moi je crois qu'au début, il y a un très beau livre de Clément Rosset qui a été publié il y a peu, où il nous dit effectivement que on a tendance à croire qu'il est plus facile d'être triste que joyeux. En fait, il faut un certain courage, il faut accepter le courage d'être soi-même, d'être face à un réel que l'on essaie de comprendre. Et comme le dit Spinoza, mais que reprend avec Nietzsche, l'auteur dont je viens de parler, je crois qu'il faut finalement au quotidien déployer cette force d'agir et le rapport que nous avons à la joie. Je crois que c'est ce rapport à la joie qui est fondamental.
Et je dirais peut-être, on conclura peut-être là-dessus, sauf s'il y a une autre question, mais nous vivons dans une société qui est fondée sur la tristesse actuellement, voilà. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'échapper aux moments un peu dépressifs. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'éviter, comme je l'ai dit avec Spinoza, d'être séparé de sa puissance d'agir. Parce que sans elle, il n'y a pas de liberté possible. C'est cette puissance qui vous rend libre. Écoutez, merci professeur. Alexandre, déjà je vais remercier le professeur Giovannoni de cet éclairage très précieux. Il nous a donné aussi quelque part des petits éléments de conduite du quotidien. Moi, j'aime bien parler de petites victoires du quotidien, et vous l'avez dit, professeur, sur la façon de gérer son quotidien, de cette capacité à agir, de ce pouvoir d'agir. Et dans le quotidien, et surtout, on le voit, nous, dans l'action sociale, les personnes qui sont isolées ou qui ont ce sentiment de solitude très fort, de pouvoir les accompagner régulièrement par ces petites victoires du quotidien, par un geste, une attention, la capacité à leur montrer qu'elles sont présentes, qu'elles sont vivantes, qu'elles comptent pour d'autres personnes. Effectivement, hein, ce que dit souvent le professeur Pitot, ce sentiment de ne compter pour personne, qui est quand même dramatique et qui induit ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Moi, je garde cet espoir, et j'espère que je l'ai toujours en moi, que cette capacité à agir nous procure quand même régulièrement des petites joies, des plaisirs du quotidien. En tout cas, vous nous avez invités, moi j'ai bien retenu, vous nous avez invités à penser, à réfléchir, à être interpellés, à ne pas se laisser faire et se laisser dicter sa conduite. Et je reprends un dernier propos que je trouvais intéressant, moi, qui rejoint un peu, je pense, le vôtre. Hein. Nous ne sommes pas forcément dépendants, nous ne sommes pas indépendants, mais nous sommes interdépendants. Et dans ce que vous avez évoqué sur cette coexistence et le fait qu'on ait besoin les uns des autres, je pense que dans cette coopération entre les uns les autres, il y a de la joie, il y a du plaisir à être et à faire ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Écoutez, ben merci si le philosophe me dit que tout va bien. Non, en tout cas, merci de cet enseignement très précieux. Et vous nous avez invité à quelque chose que moi je reprends avec plaisir en ce moment, c'est le goût de la lecture aussi. De reprendre aussi la lecture, de profiter quand on est un peu contraint à l'extérieur, c'est un ami qui me disait ça, ben autant se nourrir de l'intérieur. Et autant reprofiter aussi d'un certain nombre de ces moments-là pour réinvestiguer le champ de la lecture, le champ de l'apprentissage, de la découverte, et de cette culture-là, qui nous permet aussi de passer des caps difficiles, hein, pour passer, comme vous l'avez dit, du patient triste au patient joyeux. Voilà. En tout cas, je vais maintenant introduire un sujet, et merci encore beaucoup, professeur, qui n'a pas rien à voir avec vous, mais qui est une autre façon de regarder les choses. Donc, je vais introduire Christophe Bortolazzo, et on ne va pas écorcher son prénom, parce que tout à l'heure, il nous disait qu'il ne s'appelle pas Bolsonaro, à ne surtout pas confondre avec le président du Brésil actuel. Il n'a pas du tout son état d'esprit, il nous l'a bien dit très très clairement. Donc Christophe Bortolazzo va nous parler de la Smart City, du lien, la Smart City inclusive et contre la vulnérabilité. Il est docteur en informatique et directeur de la recherche chez Berger-Levrault à Paris. Voilà, je vais juste remercier une nouvelle fois le professeur Giovannoni, et je vous coupe votre caméra et votre micro, mais vous pourrez bien sûr rester dans les débats. Merci professeur. Merci. Merci à vous. Voilà, bienvenue, et je vous laisse prendre la parole. Merci, monsieur Bortolazzo. C'est ça, excellent. Merci à tous, merci pour cette introduction. Alors, j'avais quelques éléments de présentation, je ne sais pas s'il est possible de les partager à l'écran. J'avais quelques slides. Super, excellent. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, moi je vais vous parler d'un sujet qui n'a pas du tout rien à voir, comme cela a été introduit, peut-être avec un prisme différent, celui de la discipline que j'incarne, hein, qui est celui de l'informatique, mais vous allez voir avec une certaine forme d'originalité. Alors, on va parler un peu d'inclusion, de vulnérabilité. On va parler beaucoup de fragilité des personnes âgées. Je vais commencer par vous proposer quelques constats que peut-être vous connaissez déjà, mais qui me permettront au moins de poser les choses. Alors, passer au suivant exactement. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas vous apprendre à tous ici, mais on fait effectivement face à un vieillissement massif de la population, un
Un chiffre que je trouve intéressant, c'est là une projection relativement court terme, hein, à 2035 en France, 5 millions de seniors supplémentaires. Donc c'est relativement colossal. Pour définir aussi le terme senior, nous on s'appuie sur certaines définitions de l'OMS, l'OMS qui nous dit que à partir de 55 ans, on commence à rentrer dans une forme de fragilité potentielle. On va y revenir. 55 ans, c'est pas très vieux. On est tous d'accord pour le dire. Alors la question qu'on se pose et qu'on s'est posée depuis longtemps chez Berger-Levrault. Donc Berger-Levrault, on est un éditeur de solutions logicielles beaucoup pour le secteur public français, mais aussi très implanté dans le secteur médico-social. C'est comment est-ce qu'on pouvait accompagner le bien vieillir. Alors bien vieillir, c'est un gros terme qu'on emploie souvent à tort et à travers. Donc on peut s'appuyer sur la définition, la proposition de définition qui en a été faite de l'OMS, qui revient à une question de maintien des aptitudes fonctionnelles, et pour rejoindre les propos de mon prédécesseur, tendre vers un état de bien-être, donc à minima physique et évidemment psychologique. Alors, pour maintenir le bien vieillir, il faut s'intéresser à un autre phénomène qui est celui de la fragilité. Alors, en quelques mots, la fragilité, c'est une question de processus. Vous êtes probablement, je l'espère tous, dans une situation de robustesse, en pleine compétence et en pleine capacité de jouir de vos aptitudes physiques et morales. On sait néanmoins que, comme nous le dit aussi l'OMS, passé 55 ans, on a des risques de tomber dans des situations de fragilité. Alors, ce qui est intéressant avec la fragilité, c'est qu'elle est réversible. Elle est réversible quand on met les plans d'action physiques, psychologiques, sociaux qui vont bien. Si on fait rien, par contre, il suffit parfois d'une situation de stress pour tomber dans la dépendance et donc dans la perte d'autonomie. Ce qui veut la plupart du temps dire aussi l'arrivée en EHPAD. Alors, cette situation de fragilité, elle est multifactorielle et elle s'explique, elle peut se comprendre au travers de plusieurs dimensions que je vous propose de vous résumer ici, qui sont des questions de locomotion, de capacité visuelle, auditive, cognitive évidemment, capacité psychologique et de vitalité. Vitalité qu'on peut ramener à l'envie de faire des choses, l'envie de se lever le matin et d'avoir tout un tas d'interactions avec le monde et avec les autres. Alors, on peut mettre en place tout un tas de choses pour aider les seniors, les personnes âgées, à maintenir ces capacités-là. Il y a eu énormément de propositions ces dernières années. Là où on va essayer de se différencier un petit peu, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est réellement de ne pas forcément faire le pari des solutions techniques. Et donc, j'entends par là des objets connectés, des maisons connectées, des appartements connectés, des bidules connectés, qui ont prouvé très largement dans beaucoup de situations leur inefficacité, mais s'appuyer sur l'environnement social des personnes âgées et d'essayer de recréer des leviers à l'intermédiation. Alors, comme je vous le disais, si on revient plus largement à la question de la Smart City, une ville, un environnement n'est pas intelligent par ses objets techniques. Ce sont bien les hommes, les femmes et leurs interactions entre elles qui font l'intelligence d'une ville et de son écosystème. Donc, le parti pris qu'on a pris dans les projets que je vous présentais juste après, c'est effectivement de s'appuyer sur ces interactions-là et de trouver peut-être des solutions, en l'occurrence techniques ou technologiques, mais pour les créer, pour les stimuler. Alors, ce qu'on a essayé de faire depuis bientôt 4 ans, c'est d'essayer de travailler autour d'un écosystème du bien vieillir et d'essayer d'identifier au travers d'une succession de projets de recherche les leviers sur lesquels on pouvait agir. Alors, on a travaillé depuis 2017 à une quantité de projets que je vais essayer de vous présenter succinctement. Évidemment, je n'aurai pas le temps de vous donner tous les détails, mais au moins pour vous expliquer le cheminement d'idées et surtout qu'on en arrive à là où ça nous a conduit aujourd'hui. Alors,
Dès 2017, on a travaillé à un premier constat qui était comment aider au dépistage, au repérage de la fragilité. Parce que si on veut pouvoir mener des plans d'action, il faut pouvoir repérer ces situations de fragilité au plus tôt, au mieux, au plus vite. Alors, on a fait un premier exercice qui était d'essayer de synthétiser et d'agréger tous les questionnaires de repérage de la fragilité qui existent. Il en existe plus d'une trentaine qui couvrent tous des aspects, des dimensions différentes. Donc, au lieu d'initier une démarche de recréation d'un nouveau questionnaire, on s'est demandé en quoi la technique pouvait nous aider à, lorsqu'on remplit un questionnaire, essayer de remplir des réponses dans un autre et donc de pouvoir construire des indicateurs à minima pour les gériatres et les médecins traitants les plus complets pour repérer cette fragilité. Alors, ce premier travail-là nous a amené à identifier d'autres choses. C'est qu'au contact des personnes âgées, on s'est rendu compte qu'il n'était pas juste une question de la fragilité elle-même et de son dépistage, mais bien de l'environnement. De l'environnement de vie de la personne âgée. Et donc, il fallait absolument considérer la fragilité dans l'écosystème de la personne, que ce soit son domicile, son environnement social, les interactions qu'elle peut avoir avec différents services, administrations et avec le corps médical, bien sûr. Donc, on a été plus loin et on a construit petit à petit un projet dans lequel on a cherché à travailler avec les personnes âgées, co-concevoir des solutions et surtout identifier les freins existants aujourd'hui et pour mieux comprendre les leviers sur lesquels on pouvait agir. Alors, ça nous a amené à développer un projet qui a été mené dans le département du Tarn, qui s'est appelé Envie, dans lequel on a fédéré tout un écosystème d'acteurs. Donc évidemment, nous, on travaille beaucoup avec le milieu universitaire, donc avec l'Institut Jean-François Champollion, l'école d'ingénieurs ISIS, mais aussi avec Agir et le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et un Living Lab. Voilà. Donc, on a travaillé pendant plusieurs mois avec eux. On a fait énormément d'ateliers de co-conception avec les personnes âgées. Et ce travail-là nous a principalement conduit à comprendre qu'il y avait réellement un problème d'intermédiation. Donc, les services sont parfois là, qu'ils soient privés, qu'ils soient de milieux associatifs. Il y a aussi des territoires sur lesquels il y a un manque, mais même quand les services sont là, il y a un énorme manque de connaissances de la part de la population de ce qui est à leur disposition et de ce qui pourrait les aider effectivement à lutter contre ces situations de fragilité et à regagner un maximum d'autonomie. Alors, tous ces travaux pendant plusieurs années nous ont amenés à construire des modèles. Nous sommes des informaticiens et nous aimons beaucoup formaliser les phénomènes. Et donc, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'essayer de construire des règles d'association entre des solutions. Alors, les solutions, qu'elles soient de l'ordre du service, qu'elles soient de l'ordre de petites actions du quotidien, qu'elles soient associatives, qu'elles soient sociales, pour comprendre sur chacun de ces services, essayer de modéliser sur chacun de ces services les prérequis attendus en termes de capacité et les gains potentiels en termes de capacité locomotrice, visuelle, auditive. Donc ça, vous voyez là ici quelques exemples. Il peut y avoir des choses qui sont relativement institutionnalisées comme du portage de repas, mais un déjeuner en famille peut aussi avoir des gains en termes de vitalité ou de capacité cognitive. Donc tous ces travaux-là nous ont amenés à faire plusieurs constats, et c'est sur ces constats-là qu'on s'appuie aujourd'hui pour essayer de proposer une solution qui va faciliter, en tout cas c'est toute son ambition, l'intermédiation entre personnes et entre personnes et services. Donc, je vous propose les constats de nos travaux de ces dernières années. Alors, ils sont au nombre de 3. Donc, premier constat, on est sur une question de parcours de vie.
il est absolument inenvisageable de concevoir la situation, la fragilité hors de l'environnement de vie de la personne âgée. Donc ça évidemment inclut le territoire, mais aussi la situation dans le domicile, l'environnement familial, l'écosystème social qui gravite autour de la personne, ses habitudes de vie. Et donc, construire un plan de prévention et de regain de capacité doit impérativement s'inscrire dans une question de parcours de vie et donc de facto, être personnalisé individu par individu. Il ne peut pas y avoir de réponse unifiée et généraliste pour ce type de situation. Second constat, c'est une question d'écosystème. Il y a un écosystème environnant autour de la personne âgée, qu'il soit connu ou inconnu, mais l'écosystème est là et existe. L'écosystème, c'est évidemment celui qui existe sur le territoire. La géographie est extrêmement importante pour cet écosystème-là. Et donc, on va retrouver évidemment les services à domicile, l'entourage et les aidants qui sont primordiaux, mais aussi le corps médical et les financeurs. On a travaillé sur ces différents sujets beaucoup avec les départements, qui sont entre autres au pilotage de l'APA, qui est l'aide pour les personnes âgées. Et donc les financeurs et les institutions ont évidemment tout leur rôle à jouer dans cet écosystème-là. Et puis le troisième constat, qui peut paraître une évidence, mais il est toujours bon de se rappeler les évidences et de les constater, c'est que pour repérer, il faut des données. Alors des données, il faut avoir de l'information sur la situation de la personne, sur la situation et la manière dont elle évolue dans le temps. Et donc il est nécessaire de collecter des données. Alors collecter des données ne veut pas forcément dire avoir recours au numérique. On a des formidables initiatives, typiquement sur la commune de Castres, où la collecte de données se faisait bien par le biais de petites fiches qui étaient collées sur la porte des personnes âgées. Donc ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Mais on a besoin de cette transmission de données entre les différents acteurs pour repérer ces situations au plus tôt, et ça c'est le plus difficile, et mener les plans d'action qui vont bien. Alors, lors de nos différents échanges avec les personnes âgées, notamment dans le Tarn, on peut synthétiser globalement les difficultés qu'elles rencontrent. Aujourd'hui, repérer leur fragilité sur les différentes dimensions qu'on a identifiées juste avant, c'est difficile. Et donc, il y a un manque de ressources pour les aider à identifier leurs difficultés, leurs pertes d'autonomie qui peuvent être extrêmement graduelles. Et donc, il faut proposer des actions. Cette évaluation de la fragilité, elle est difficile. Elle est aussi très chronophage pour le gériatre. On a aussi, pour l'exemple du centre hospitalier Castres-Mazamet, une plateforme d'évaluation de la fragilité, ce qui est extrêmement complète, mais qui peut prendre 1 à plusieurs journées pour évaluer les situations dans leur totalité. Donc, il y a des efforts à faire. L'offre de service est très souvent disponible, parfois incomplète, mais très souvent disponible. Et il y a un énorme manque de visibilité sur l'offre de services et sur l'offre de services aussi fournie par le milieu associatif, j'insiste, par le biais de la population. Et puis, on l'a dit avant, mais il est absolument indispensable de répondre de manière personnalisée pour chaque individu. Chaque situation est différente. Et donc on ne peut pas trouver des plans d'action qui fonctionnent pour une large quantité de la population. Alors, sur la base de ce constat-là, on a lancé depuis maintenant une petite année une ambition qui est de construire une plateforme d'intermédiation entre seniors et services, alors qu'on a modestement nommé la plateforme senior, qui est un outil qui est en cours de conception, qui n'existe pas encore, mais qui est en cours de conception et de développement. Alors, son ambition, elle est la suivante. Vous le voyez sur le petit schéma de droite, c'est réellement de mettre à l'intermédiation autour de la personne âgée l'écosystème qui existe, qui soit de l'ordre du service, du corps médical, des collectivités, donc qui sont souvent des financeurs, et de l'entourage.
ce qu'on va essayer de faire, c'est d'établir, en tout cas pour les collectivités, un observatoire des situations de la fragilité qui leur permette d'avoir une visibilité sur la situation du territoire et permettre à tout un chacun, du moins aux seniors, de suivre leur état de fragilité et de facto d'avoir une visibilité sur l'offre de services qui pourrait les aider à maintenir leur autonomie. Alors, les fonctionnalités qu'on envisage, les grandes fonctions qu'on envisage, c'est effectivement de donner la possibilité aux personnes de définir leur profil, leur lieu, leur envie, leurs objectifs de vie. Ça, c'est extrêmement important, de leur permettre de décrire même très succinctement quels sont les objectifs qu'elles ont envie de se donner pour bien vieillir, qu'est-ce qui est important pour eux. Ça peut être continuer à avoir des amis, continuer à faire des randonnées en montagne ou tout simplement aller jouer aux échecs avec son fils ou son petit-fils. Voilà, les envies et les objectifs de vie sont propres à chacun et donc il faut permettre aux personnes de au moins à minima de les décrire pour évaluer les capacités qui sont nécessaires pour qu'elles puissent continuer à avoir la vie qu'elles souhaitent mener. Évidemment, derrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est proposer un maximum de services pour mettre en évidence ce qui existe sur le territoire. Donc là, on peut faire appel à la technologie, à tous les systèmes de moteurs de recommandation pour mettre en évidence ce qui existe déjà là, mais qui était invisible ou difficile à identifier. Évidemment, pour les collectivités locales, c'est un système qui va permettre le pilotage, de donner une image de la population, d'adapter les politiques publiques, aussi de stimuler derrière l'offre de services et la création de services sur le territoire quand il y a un besoin et qu'il n'existe pas. Alors, j'en ai bientôt fini, mais peut-être quelques scénarios de ce qu'on imagine avec cette plateforme que je vous dis qu'on est en train de concevoir et de développer. Pour une personne âgée, c'est un exemple, je suis autonome, je suis chez moi, voilà, il peut y avoir des situations de stress, un conjoint qui part en EHPAD, des difficultés qui apparaissent comme se faire à manger ou avoir des interactions sociales. La plateforme, son ambition, c'est de lui permettre de décrire rapidement les objectifs et quelques informations et qu'elle soit en capacité derrière de faire remonter tous les services à proximité qui peuvent aider ou qui peuvent apporter de l'information pour susciter du regain de l'autonomie et du maintien de capacité. Voilà, donc la plateforme sera là pour proposer tout un ensemble de services. Ça, c'est évidemment la première chose qu'on imagine. On voit bien que derrière, ça a des effets de bord qui peuvent être extrêmement intéressants, de mise en relation entre différentes personnes, qu'elles soient âgées ou pas, qu'elles bénéficient d'offres de services ou pas. On est vraiment sur je vais employer le terme, même si je l'aime peu dans ce cas-là, peut-être dans une question de plateforme de type réseau social, où je préfère le terme d'intermédiation, parce que vraiment l'objectif, c'est de mettre les personnes en connexion dans le monde physique et pas uniquement dans le monde numérique. Et puis pour les collectivités qui sont aussi extrêmement intéressées par ce type de dispositif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de présenter aussi une image du territoire, une image de la population, une image qui est parfois erronée ou très 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 incomplète. Et donc d'avoir enfin un moyen d'avoir des informations sur ce qui se passe sur le territoire, sur les besoins, notamment sur les territoires où on a des personnes qui sont les plus isolées, pour piloter l'action publique de la manière la plus efficace, que ça se fasse au travers de l'APA ou au travers de la stimulation de la création de services à domicile. Voilà. Donc voilà l'ambition qu'on se pose sur ce projet-là. On est en train de le développer, de le concevoir. J'espère qu'en 2021, on pourra l'expérimenter sur quelques départements en France pour vérifier de la viabilité de cette approche. Et puis, évidemment, si vous avez des questions sur ce sujet ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler. On sera ravis de contribuer.
une petite question peut-être pour le débat qui va se terminer dans quelques minutes, hein, je tiens à le préciser, mais est-ce que les missions de cette plateforme de suivi de la fragilité ne se chevauchent pas partiellement avec le travail mis en place par les acteurs de terrain que sont les CLIC, les DAC, les Maya, toutes les plateformes de répit, voilà. Alors, absolument, absolument. Alors, on a travaillé avec les Mayas, notamment dans le département du Tarn. C'est extrêmement complémentaire. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est réellement un pot commun qui permette à tout le monde de travailler plus efficacement ensemble. Vous avez complètement raison. L'objectif, c'est effectivement de fournir ce support, ce support à l'intermédiation entre les services, entre les collectivités et surtout entre les personnes âgées elles-mêmes. Voilà, ça s'oppose pas, c'est un petit peu comme Appivisio et les activités en présentiel. On est complémentaires et là, votre travail est de même. Merci beaucoup de ces précisions. Pourquoi ne pas conjuguer l'exploration en intelligence artificielle des datas collectées via des objets connectés non intrusifs en complément des questionnaires auxquels les seniors ne sont pas toujours favorables? C'est très complémentaire. Effectivement, le parti pris qu'on fait, c'est de dire qu'il ne faut pas penser objet connecté, capteur de prime abord, mais d'abord considérer l'individu et ses désirs en premier lieu. Donc s'il y a des informations qui sont plus souhaitables de collecter par l'interaction, par le vocal, par le texte, par des relations, on va dire, plus traditionnelles, faisons-le. Les capteurs, les objets connectés, on n'y est évidemment pas du tout opposé, mais il faut que ça vienne en complément selon moi et pas que ce soit le média privilégié. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Eric. Peut-être une réaction, une question aussi par rapport à l'intervention de monsieur. Oui, merci Alexandre. Merci à Christophe Bortoloso de nous avoir présenté cette démarche. Alors moi, ça me parle beaucoup puisque certains de vos partenaires sont nos partenaires. Le laboratoire I2ML, on a créé avec eux un lab EHPAD pour AG2R La Mondiale. On vient de créer un domicilab justement pour toute cette question de l'accompagnement à domicile. Comment on permet aux personnes qui ont envie dignement et qui, c'est un souhait ultra majoritaire, de vivre dignement à domicile dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit la nutrition, l'activité physique, la question du tiers de confiance, de l'électronisme, de l'accès à la culture, du lien social, d'une nutrition, mais de qualité, voilà, pas simplement un plateau repas qu'on oublie dans le réfrigérateur pendant quelques jours avant que quelqu'un nous dise qu'il est périmé. Donc, toute cette question-là de l'autonomie à domicile que vous avez évoquée à travers des travaux que nous menons en recherche-action sur comment on passe de la robustesse à la fragilité et comment on fait surtout pour ne pas passer de la fragilité à la dépendance et plutôt pour rester ou revenir de façon vertueuse dans la robustesse. Et ça s'appuie effectivement, vous l'avez dit, donc je veux corroborer que tous les professionnels travaillent dans ce sens-là, ça s'appuie sur les usages et les envies des personnes. Et aujourd'hui, la démarche qui fait que dans la silver economy, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas au départ, c'est parce qu'on s'appuyait sur des techniques ou des réflexions hors sol dans un bureau complètement inanimé et complètement coupé de la réalité, de l'usage de la personne dans son quotidien. Et c'est pour ça que nous testons beaucoup de choses, mais avec les personnes concernées, en testant dans l'approche le produit sans le service n'est rien et sans les interactions entre les personnes non plus. Et ça, de ce point de vue, et ça fait écho d'ailleurs ce que vous avez évoqué, moi ça m'intéresse parce que une plateforme prévention que nous mettons en place, à partir par contre, et là l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de collecter des données en grand nombre. Et ces données en grand nombre, lorsqu'elles s'appuient sur des algorithmes éprouvés scientifiquement, elles permettent de calculer ou de modéliser des applications avec un impact populationnel intéressant qu'on n'avait pas. À un moment donné, on pourra échanger d'ailleurs tout à l'heure dans notre pause à nous sur ce sujet. Donc moi, je voulais vous remercier vraiment là-dessus parce que je ne veux pas opposer, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure en préambule, ne pas opposer la philosophie, ne pas opposer la technologie, etc. Je pense que d'abord, et je pense que Philippe, mon ami Philippe, ne me reprendra pas là-dessus, c'est d'abord des femmes et des hommes de bonne volonté qui ont envie de faire des choses au bénéfice de leurs concitoyens. Et pourquoi? Et déjà pour un objectif qui est assez égoïste, mais que j'aime bien à redire, c'est que nous sommes aujourd'hui, et nous aussi, des êtres qui allons être confrontés à ces questions-là, de ne pas rester un patient triste, mais de rester un patient joyeux, de rester autonome et digne jusqu'au dernier souffle. Ce sera l'objet d'ailleurs d'une intervention plus tard. Et de ce point de vue, tout ce qui va concourir à nous permettre d'exercer nos droits
de citoyens, nos envies de personnes en tant que singuliers, je pense que c'est précieux, c'est utile, et ben voilà, que toutes ces bonnes volontés, que tous ces travaux riches et intelligents puissent nous permettre d'aller vers ça. Il y avait une question tout à l'heure, c'est si votre diaporama, votre présentation sera accessible aussi pour les internautes plus tard. Oui, oui, bien sûr, je pense qu'on peut le partager, bien sûr. Voilà, donc c'est une question qui revient souvent, hein, les interventions sont très riches et variées, et du coup, les personnes ont vraiment envie d'avoir accès à la connaissance et au partage de ces informations, quoi. Bien sûr, je l'ai dit dans la présentation, surtout si cette initiative-là vous intéresse, on est énormément à la recherche de partenaires pour tester les choses sur le terrain, hein, parce que, comme vous l'avez dit, on n'arrivera pas à faire des choses pertinentes et intelligentes si on les fait de manière hors sol. Il faut les faire avec les personnes âgées, avec les acteurs du territoire. Donc, si ces choses-là vous intéressent, n'hésitez pas à venir me voir. On est complètement ouvert à toute forme de partenariat pour avancer conjointement. Voilà, ben merci Alexandre, je vous rends la parole si vous voulez annoncer la suite. Oui, ben merci beaucoup à tous les deux. Nous aurons dans quelques minutes le plaisir de nous retrouver dans une autre salle de visioconférence pour des